Bien, bonjour à tous, bon matin. Un grand merci de m'avoir accueilli ici en Estrie. Merci à Olivier pour toute l'organisation de cet événement. C'est vraiment un plaisir là, pour moi de venir. En effet, la route était magnifique. Puis ça me fait plaisir de venir parler davantage du bio local dans nos institutions pour justement étendre davantage toutes ces différentes initiatives. Excuse, j'ai pas poussé sur la bonne touche. Comme Olivier l'a mentionné, ça fait, on fait maintenant plus de 15 ans, dans le fond, ouais, c'est ça. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'œuvre chez Équiterre. J'ai commencé en fait chez Équiterre d'abord en commerce équitable. Donc, comme Olivier le mentionnait, j'ai été dans plusieurs coopératives de commerce équitable dans certains pays du Sud, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Puis j'ai vraiment eu cette ambition-là de vouloir rapprocher davantage les producteurs et d'avoir une forme de commerce beaucoup plus juste entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc, ça a été vraiment pendant plusieurs années mon début chez Équiterre. Puis ensuite, j'ai repris les différents projets d'alimentation institutionnelle, puis c'était pour moi l'occasion vraiment de pouvoir travailler plus concrètement ici pour encourager nos producteurs et conserver un peu ces mêmes valeurs-là issues du commerce équitable, d'avoir, à travers les circuits courts, de pouvoir réduire les intermédiaires et de pouvoir amener là, une plus grande, je dirais même, justice sociale à travers nos modes de consommation, nos modes de mise en marché. J'aime beaucoup cette photo parce que pour moi, ça illustre bien, dans le fond, un peu mon travail au quotidien. Pas que je travaille, j'aimerais ça, travailler dehors davantage à tous les jours, mais au centre, ici, c'est ces deux producteurs de la ferme Labourasse qui sont dans le centre du Québec. Et à droite, c'est la chef du service alimentaire du CHU Sainte-Justine. Donc, c'est vraiment ça, une grande partie de mon rôle, c'est la mise en relation entre, dans le fond, les producteurs et les différentes institutions. Donc, d'essayer de rapprocher davantage les maillons de la chaîne alimentaire pour faire en sorte qu'on puisse développer un système alimentaire qui est beaucoup plus juste et durable. Donc, comme je mentionnais, ça fait plus de 15 ans qu'Équiterre a choisi de vraiment accompagner les institutions pour augmenter la part d'aliments locaux et biologiques. Il y a 25 ans, on a mis sur pied un grand réseau, le réseau des fermiers de famille, qui sont en fait des producteurs qui approvisionnent différents citoyens en paniers de légumes, soit durant la saison estivale, soit même durant la saison d'hiver. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent beaucoup la formule. Puis, on s'est dit, bien, si finalement les producteurs peuvent approvisionner des citoyens, bien, pourquoi pas des institutions, pourquoi pas des garderies, pourquoi pas des cégeps, des universités, des centres hospitaliers. Donc, ça a été le début d'une grande aventure. On a commencé en 2002 avec le projet Garderie Bio, où vraiment, là, chacun des différentes garderies était maillé avec un producteur et recevait un panier de légumes, tout comme le citoyen. Évidemment, on s'est vite rendu compte que les services alimentaires institutionnels sont pas organisé nécessairement comme à la maison, puis un panier de légumes, bien, c'est quand même difficile à gérer. Un panier surprise, c'est quand même difficile à gérer. Et de là, on a vraiment regardé là, différentes options pour faciliter, dans le fond, cet approvisionnement-là. On a poursuivi avec différents projets qui visaient différents types d'institutions ou dans différentes régions aussi. Là. Le financement est ce qu'il est. Des fois, on s'est concentré à différents endroits, mais toujours dans l'optique de quand on développait une démarche ou quand on développait différents outils, c'était dans l'optique de pouvoir le rendre accessible et facilitant, dans le fond, pour tout le monde. Mais principalement, dans le fond, dans les différents projets, notre théorie de changement est vraiment sur 3, je dirais, aspects. Donc, le premier objectif, c'est vraiment d'augmenter la part d'aliments locaux et biologiques des services alimentaires. Donc, de prendre vraiment la part de tout ce qui est commandé annuellement et de voir comment on peut augmenter nos produits qui viennent directement de chez nous au niveau local et éventuellement également nos produits biologiques.
Ensuite, je dirais le deuxième volet, c'est vraiment au niveau de l'éducation, donc de sensibiliser, et ça, pas juste la clientèle des institutions, mais aussi beaucoup aussi au sein des gestionnaires de services alimentaires. Donc, pourquoi c'est important de consommer local, pourquoi c'est important de consommer biologique, et dans le fond, autant au niveau des gestionnaires, puis également aussi au sein de la clientèle. Et finalement, je dirais, pour moi, je pense que c'est un des aspects qui est très, très important. C'est un exemple vaut 1000 mots. Donc, de vraiment montrer que quand une institution le fait, bien, de pouvoir le faire rayonner pour qu'elle démontre aux autres comment c'est possible de le faire. Je pense que des pionniers, on en a énormément de personnes qui, proches de nous, posent des gestes comme ça. Et je pense que plus on va être capable de faire rayonner ces démarches-là, plus on va arriver collectivement à avoir, dans le fond, des différences et des changements structurels. Donc, comme je vous ai parlé, on a vraiment travaillé à travers différents projets, certaines fois vraiment spécifiquement au niveau de certains types d'institutions, parce que tous les services, je vais en parler un petit peu plus tard, mais tous les services alimentaires des différentes institutions ne sont pas opérés, gérés de la même façon. Et certaines fois aussi, c'était plus dans une région géographique parce qu'évidemment, bien, quand on cherche le circuit court, quand on cherche l'approvisionnement local, bien, c'est sûr que ça demande une connaissance de nos fournisseurs puis un suivi là, vraiment là, plus spécifique dans différentes régions. Mais vraiment, l'objectif à chaque fois est vraiment de pouvoir là, étendre cette démarche-là au plus grand nombre là, de personnes à travers la province. Dans le fond, ici, je voulais prendre juste quelques minutes pour un peu dresser le portrait du secteur institutionnel au Québec. En fait, on dénombre plus de 8000 établissements à travers notre province. Puis ça, dans le fond, je compte toutes les CPE, garderies, écoles, primaires, secondaires, cégep, universités, établissements de santé. C'est sûr que parmi ces 8000 établissements-là, tous n'ont pas nécessairement un service alimentaire, mais à l'inverse, certains établissements ont plus d'un point de service et donc un point de service alimentaire. Par exemple, je ne sais pas moi, l'Université de Sherbrooke a aussi un campus à Longueuil, donc a aussi des services alimentaires à d'autres endroits. Donc, grosso modo, on fait environ un état de 8000 établissements. Et on parle justement de vente, de dépenses alimentaires là, pour 2,5 milliards de dollars par année. Donc, c'est quand même un montant, un nombre et un montant assez important. C'est un pouvoir d'achat que les institutions ont qui est assez important. Et je dirais beaucoup plus que le nombre et le poids financier, je dirais, c'est aussi des modèles dans notre société. On est tous, dans le fond, à travers notre vie, on est tous des usagers de ces institutions-là, que ce soit de la petite enfance avec les garderies, à l'école, au cégep, à l'université, ou éventuellement plus tard dans les établissements de santé. Donc, ces institutions-là ont le pouvoir de nous influencer dans nos gestes quotidiens à la maison. Quand on va justement dans un endroit où ils utilisent, ils cuisinent, ils mettent de l'avant les aliments locaux, biologiques, bien, quelque part, c'est un message qu'on envoie directement à la population, pour nous aussi poser des gestes concrètement. Et je dirais qu'à l'inverse, comme on est tous usagers en tant que citoyens, on a aussi le pouvoir en tant que citoyens de faire pression aussi à l'inverse pour demander aussi que nos institutions s'approvisionnent davantage en aliments locaux. Donc, c'est vraiment un rôle, je dirais, de modèle assez important là, dans notre société. J'ai mis quelques chiffres, là, c'est quand même beaucoup, là, mais c'était juste pour vous illustrer que, grosso modo, toute la dépense alimentaire au Québec, c'est beaucoup plus gros là, que le petit chiffre, mais c'était pour vous montrer là, où se situent les institutions. Donc, la demande alimentaire, on la chiffre environ à 42 milliards de dollars. Il y a tout, vers la gauche, il y a tout le commerce au détail, donc épicerie, supermarché, etc. Et il y a, dans le fond, de ce 42-là, 15 milliards qui sont les services alimentaires, le fameux, ce qu'on appelle HRI, hôtels, restaurants, institutions. Les institutions, c'est le I, c'est vraiment tout ce qui est les institutions publiques, donc CPE, école, garderie, université. Et si on arrive à les extraire là, de ce 15 000-là, c'est grosso modo 2,5 milliards de dollars.
Puis peut-être, dans le fond, regarder un petit peu plus concrètement comment le I, dans le fond, ce 2,5 milliards de dollars-là fonctionne. Grosso modo, c'est différents milieux. Il y a le milieu de la petite enfance, le milieu de la santé, donc tous les établissements de santé, hôpitaux, CHSLD, résidences. Le milieu de l'éducation, donc autant les écoles primaires, secondaires, mais aussi établissements d'éducation supérieure, donc cégep, université. Et tout ce qui est milieu de travail, et donc autant entreprises privées que organismes publics ou parapublics. Comment chacun, dans le fond, de ces milieux-là sont opérés? Je dirais que dans le milieu de la petite enfance et dans le milieu de la santé, la grande majorité sont en autogestion du service alimentaire. Donc, c'est vraiment l'institution qui gère avec leurs employés leur service alimentaire. Je dirais que c'est quelque chose d'assez particulier. Dans le fond, le milieu de la petite enfance, c'est 95 % en autogestion. Dans le milieu de la santé, c'est 89 % d'autogestion au Québec. En tout, on affiche au Québec une moyenne de 75 % de services alimentaires autogérés dans nos institutions publiques et c'est une moyenne qui est nettement supérieure au reste du Canada. Le reste du Canada affiche plus une moyenne de 50 %. Moi, j'y vois personnellement quand même une opportunité à travers ça, une opportunité si on fait le choix collectivement en tant que société de dire que nos institutions peuvent être des modèles, bien, on a facilement, dans le fond, le pouvoir et l'essor, je dirais, d'aller demander, d'aller exiger un approvisionnement qui est beaucoup plus en lien avec nos valeurs. On va le voir aussi un petit peu plus tard. Évidemment, il y a des enjeux de prix, il y a des enjeux de temps, mais si l'ambition, elle est là, si l'ambition politique, elle est là, on a une opportunité au Québec quand même assez intéressante de par le mode de fonctionnement en autogestion. Si on regarde le milieu de l'éducation et le milieu des milieux de travail, là, entreprises, organisations, c'est des secteurs qui sont beaucoup plus dominés par des concessions alimentaires. Ici, je vous ai mis là, les gros noms auxquels souvent on fait référence et je dirais que c'est quand même une grande majorité des services alimentaires en concession qui sont opérés par des gros, Aramark, Sodexo, Excelso et Sodexo. Comme passe, en tout cas, vous avez les quatre. Toutefois, c'est vraiment pas, il existe beaucoup d'entreprises, je dirais, d'économie sociale ou de coopératives qui administrent des services alimentaires. Je pense que même en Estrie, vous êtes assez, vous avez, je dirais, un très beau là, positionnement par rapport à ça. Je pense entre autres au Café Cause, je pense que vous êtes présent dans la salle. Il y a le CEPOP aussi, qui est une coopérative, qui ont plusieurs services alimentaires aussi en milieu institutionnel. Et ça aussi, c'est très, je dirais, important. Je dirais que beaucoup plus en région, là, que ce soit ici, puis même dans différentes autres régions, il y a le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi qui sont très forts dans ce mode-là d'opération, ben, je dirais plus entreprise d'économie sociale comme opération de services alimentaires. Puis ça, c'est très intéressant. Ça, c'était pour les chiffres. Donc, si on regarde un petit peu plus les grands défis, les grands leviers de l'approvisionnement, bien, premièrement, je pense que ça va rester, puis là, je le sais qu'il y en a qui sont concrètement là, des acteurs dans le milieu institutionnel, puis on pourra échanger sur certaines barrières ou défis, mais je pense que le premier qui est nommé par tous, c'est vraiment le prix. Le prix étant là, le premier, l'enjeu numéro 1 pour choisir des aliments locaux ou certifiés biologiques. Je dirais que les aliments locaux, dans les dernières années, quand même, on constate une moins grande différence de prix qu'avant. Ça, puis même c'est un constat là, de plusieurs institutions qui me le disaient là, récemment. Je pense que si on se rapporte là, il y a 10 ans en arrière, les produits locaux, nos produits régionaux étaient beaucoup moins mis en valeur, en vedette, et la différence de prix était parfois un petit peu plus importante. Et je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est en train là, de s'atténuer beaucoup. Donc, ça s'en vient beaucoup plus facile, je dirais, de privilégier des aliments locaux. Toutefois, quand on constate aussi au niveau du prix,
on entre aussi en ligne de compte le temps pris à rechercher les fournisseurs, parce que c'est ça aussi, c'est que des fois, il faut les trouver, ces produits-là, il faut trouver qui les distribue, comment les distribue, puis on ne veut pas non plus avoir, dans le fond, une grande collection de différents fournisseurs, parce qu'encore une fois, c'est du temps, c'est de la gestion et c'est un coût. Donc, c'est vraiment, ça reste une barrière, un enjeu important. Au niveau juridique aussi, il y a différentes lois qui encadrent, dans le fond, notre commerce. Puis, c'est beaucoup, je dirais, pour les grandes institutions, c'est vraiment arrivé, dans le fond, tout achat de 100 000 et plus là, dans une catégorie et, dans le fond, est restreint à la loi du plus bas prix. Donc, à soumission égale, c'est vraiment le produit qui va avoir un prix le plus bas qui va gagner l'appel de projet. Donc, c'est sûr que cette loi-là contraint certaines fois de rentrer un produit au détriment d'un autre. Je dirais que dans les dernières années, ça aussi, en tout cas dans les derniers temps, là, beaucoup là, des grandes institutions, il y a eu beaucoup de produits locaux qui ont gagné là, les différents appels de projet, puis ça a augmenté, je dirais, cette part-là d'aliments locaux. On souhaite que ça continue comme ça, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est pas stable ou, je veux dire, une garantie à long terme que cette compagnie-là va toujours gagner l'appel de projet. Il y a toutefois une règle qui existe, c'est-à-dire on peut accepter un prix 10 % de plus s'il répond à des critères au niveau du développement durable. Donc ça, c'est une marge préférentielle qui a été établie pour justement favoriser certains produits. Puis là, à ce moment-là, on peut rentrer tous les aliments locaux, on peut rentrer les aliments biologiques. Toutefois, c'est quand même juste 10 %, donc il faut que le prix du produit puisse quand même être compétitif. Mais par exemple, je pense que c'est dans le cas, ça a été dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le lait, là, la compagnie Nutrinor a gagné un grand appel de projet avec cette marge préférentielle-là du 10 %. Donc, c'est quand même vraiment là, intéressant. En bas de 100 000 et plus, c'est là qu'il y a une flexibilité. En bas dans le fond, de tout achat de 100 000 et plus, c'est là qu'il y a une marge de manœuvre quand même plus intéressante, où on peut vraiment y aller à la négociation gré à gré et on n'est pas obligé de choisir absolument le plus bas prix. Certes, il faut que ça rentre dans notre budget, mais il n'y a pas contrainte ou obligation de privilégier un produit plus qu'un autre. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a travaillé. Des fois, certaines CPE, qui sont justement des services alimentaires plus petits, ont cette flexibilité-là. Puis là, je donne l'exemple de CPE, mais il y en a d'autres aussi, mais parfois, ils ont un petit peu plus là, de flexibilité ou de marge. Puis je dirais le troisième grand enjeu, c'est vraiment au niveau logistique, donc tout ce qui est les commandes, les livraisons, le temps, la recherche de différents fournisseurs. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a travaillé là, beaucoup à essayer de faciliter entre les institutions et les producteurs. C'est, je dirais, les deux parties qui n'ont pas nécessairement énormément de temps pour le faire. Et puis je pense qu'une des solutions qui s'est avérée assez novatrice pour contrepasser ces barrières-là, c'est souvent les regroupements de producteurs. En Estrie aussi, vous en avez une très grande là, qui s'est entre autres là, dédiée au marché institutionnel. Ça s'appelait avant Saveurs des cantons, maintenant ça s'appelle Accès Québec. Puis l'objectif, c'était ça, c'était de pouvoir offrir une plateforme web, dans le fond, une vitrine pour rassembler plusieurs produits de différents producteurs de la région pour faire en sorte que ça diminue là, toutes les multiples facturations, les multiples fournisseurs, la recherche un à un. Donc, et ça, il commence à en avoir de plus en plus, là, je dirais, à travers le Québec pour vraiment faciliter cet approvisionnement-là. Si on regarde maintenant du côté des... Pardon. Si on regarde maintenant un peu plus du côté des leviers, je pense qu'un des premiers points pour moi, c'est quelque chose qui a été là, qui a grandi dans les dernières années, c'est une meilleure identification de la provenance des produits. Ah oui, ça va vite. C'est une loi au Québec dans le commerce en détail. Quand on rentre à l'épicerie, tous les fruits et légumes sont obligés d'être étiquetés. La provenance, dans le fond, de tous les fruits et légumes est obligée d'être étiquetée sur les étiquettes. Toutefois, en institutionnel,
je veux dire, il n'y a aucune loi qui encadre, dans le fond, cette obligation-là. Donc ça puis pour beaucoup de personnes qui passent les commandes, puis encore une fois, on avait différents exemples, ils passent des commandes, puis ils disent « Ah, bien c'est sûr, les carottes viennent du Québec », puis finalement, de fil en aiguille, ils apprenaient que les carottes viennent de Turquie. Bien, plus on va demander, dans le fond, aux fournisseurs d'identifier la provenance, bien, plus c'est une façon de pouvoir faire état des lieux et de pouvoir le demander. Beaucoup de fournisseurs, quand je travaillais avec différents distributeurs, ils me disaient « Oui, mais j'en ai pas de demande. » Mais les clients ne me le demandent pas. Donc, à quelque part, c'est vraiment en tant que fournisseur de services en tant que gestionnaire de services alimentaires, c'est de faire cette demande-là davantage auprès des distributeurs. Vous êtes le client et plus ils vont recevoir de demandes, bien, plus éventuellement ça va changer. C'est sûr que des fois, on a de la misère à penser que nous, personnellement, on a un impact, mais je pense que collectivement, oui, si toutes les institutions se mettent à demander ça demain matin, bien, évidemment, oui. Et on le voit, il y a des distributeurs qui, de plus en plus, le font, soit mettre les fruits et légumes du Québec en caractère gras, soit l'identifier avec le logo Aliments du Québec, etc. Mais plus on va le demander, plus ça va être quelque chose de possible. Ensuite, une quantification systématique, je sais que ça demande du temps, ça demande des ressources. Toutefois, c'est quand on fait ce diagnostic-là dans notre institution qu'on prend vraiment conscience, dans le fond, de, bien, finalement, sur un montant total, bien, c'est quoi la part d'aliments qui sont déjà du Québec? Puis quand on réalise qu'est-ce qui est déjà du Québec, bien, c'est là qu'après ça, on peut vraiment identifier, bien, où je peux mettre, dans le fond, concentrer mes efforts pour l'augmenter. Fait que cette quantification-là, on la voit, elle se fait beaucoup personnellement à la mitaine dans des institutions qui ont cette volonté-là, mais je pense que selon moi, c'est quelque chose qui peut vraiment être un essor là, et un levier extrêmement important et d'en arriver vraiment éventuellement à une cible chiffrée et mesurable qui peut augmenter dans le temps. Parce que c'est vraiment avec ce diagnostic-là qu'on peut vraiment dire « Ah, bien, on peut mettre les efforts là ». Ensuite, bien, une meilleure connaissance des fournisseurs et surtout une plus grande disponibilité des différents produits là, à l'année. Aussi, une optimisation des ressources de services alimentaires. Je vais en parler en présentant un petit peu plus concrètement deux exemples, mais parfois, c'est vraiment juste une réorganisation du service alimentaire qui nous permet de faire des économies à un endroit pour finalement pouvoir dégager plus de ressources financières pour l'achat d'aliments. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, la présence de leaders dans les institutions. Je pense que vraiment dans toutes les institutions où on a vu des institutions se démarquer, c'est vraiment des personnes qui y croient et qui amènent cette volonté-là au sein de leur service alimentaire. Et ensuite, peut-être au niveau stratégie et politique, tu sais, c'est petit, là, je suis désolée si c'est pas nécessairement facile à lire, mais grosso modo, peut-être vous mentionnez un peu là, au Québec quels ont été les leviers politiques qui ont favorisé là, les aliments locaux sur le milieu institutionnel. Ça a été vraiment au tout début, si on remonte en 2006, bien 2006-2012, ça a été les différents plans d'action gouvernementale de promotion des saines habitudes de vie, les fameux PAG, qui ont découlé, dans le fond, dans certains ministères des cadres de référence. Donc, au sein des établissements de santé, au sein des garderies, au sein des écoles, il y avait chacun un cadre de référence, Gazelle et Potiron, Virage Vert, Virage Santé à l'école. Et ces premiers cadres de référence, c'est vraiment ces cadres de référence-là qui ont donné les premières grandes orientations pour favoriser une alimentation locale. Ensuite est venue la politique de souveraineté alimentaire en 2013 et c'est à travers celle-là qu'a découlé une stratégie de positionnement des aliments institutionnels sur le marché, des aliments du Québec sur le marché institutionnel, pardon. Donc, cette stratégie-là a été, je dirais, là, la première qui a amené là, je dirais, l'élan au milieu il y a eu beaucoup de projets qui ont été financés pour augmenter là, la part d'aliments locaux dans les institutions. Et récemment, c'est la politique bioalimentaire du Québec qui a été lancée au printemps et il y a clairement un objectif qui est d'augmenter la part d'aliments sains, locaux et éco-responsables au sein des institutions. Ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est la première fois aussi qu'ils amènent tout le concept de l'éco-responsabilité. Donc, c'est bien d'une part local, mais d'amener également éco-responsable.
Je vous ai dit aussi, on a travaillé là, avec plusieurs institutions dans le but de les amener là, à augmenter la part. Beaucoup l'ont fait, mais je trouvais toujours que ça restait des exemples isolés. On a énormément, je pense, d'exemples à travers la province, mais souvent on ne les sait pas, on ne les connaît pas et on ne sent pas cette force-là du nombre et du mouvement. En 2016, on a approché Aliments du Québec pour créer un programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu pour les institutions. Aliments du Québec, en fait, certifie des produits Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec. Et en 2014, ils ont lancé un programme de reconnaissance Aliments du Québec pour les restaurants qui cuisinaient avec des aliments locaux dans leur menu. Donc, c'est une façon de rendre visibles les démarches entreprises par les restaurants auprès de leur clientèle pour vraiment leur garantir que des aliments du Québec étaient utilisés dans les menus. Donc, on les a approchés en 2016 pour créer exactement, dans le fond, ce même programme-là, mais vraiment au niveau institutionnel. Et le programme a été lancé en 2017. D'ailleurs, Café Côte, vous avez fait partie là, de la cohorte pilote. Puis maintenant, il y a plus de 70 établissements qui sont reconnus à travers la province. C'est vraiment une reconnaissance qu'on veut augmenter dans les prochaines années. Dans le fond, Aliments du Québec a reçu récemment aussi un mandat spécifique, un mandat spécial de la part du gouvernement pour faire grandir cette reconnaissance-là. Et cette reconnaissance-là, oui, d'une part, c'est de valoriser chacune des institutions qui mettent les aliments locaux au menu, mais c'est ce que je disais aussi, c'est de donner, dans le fond, l'impact puis le poids du nombre. On ne devient plus juste une institution à le faire, on devient, pour l'instant, 70, mais éventuellement beaucoup plus. Et plus on va avoir un pouvoir, plus on va être fort en nombre, c'est ce qui va permettre aussi de pouvoir plus facilement influencer les distributeurs et nos différents, dans le fond, gouvernements ou instances publiques. Récemment, justement, Compass, c'est une des entreprises qui sont aussi reconnues à travers ce programme-là. Puis, il mentionnait que souvent, la reconnaissance leur donne le poids de maintenir justement certains produits chez leurs fournisseurs, chez Cisco, parce qu'ils disent, bien, sinon je vais perdre ma reconnaissance. Donc, il y a cet argument-là. Donc, ça, c'est vraiment un levier là, très, très important, très, très intéressant. Juste rapidement, dans le fond, j'ai parlé beaucoup du local. Je pense que dans les dernières années, les aliments locaux se sont vraiment taillés une place là, dans nos institutions. Toutefois, je pense que les aliments biologiques, c'est vraiment quelque chose qui, je dirais, qui est amené là, à grandir dans les prochaines années. Principalement, je pense que c'est vraiment le prix là, qui est encore, et la disponibilité qui est encore la principale barrière. On a fait venir récemment des invités du Danemark parce que Copenhague est vraiment pionnier là, au niveau de leur approvisionnement en aliments locaux biologiques dans les institutions, sont à plus de 90 %. Puis ce qu'ils nous disaient, dans le fond, c'est de créer la demande. Ils ont eu, dans le fond, une ambition politique qui a pu les donner cet élan-là, et plus, dans le fond, la demande a augmenté, bien, plus les prix ont diminué, et ça a fait boule de neige aussi. Donc, bien, un peu comme le local, plus la demande elle est là, plus la consommation elle est là, bien, plus les prix deviennent plus similaires, puis c'est là qu'on peut justement emboîter le pas. Il me reste quelques minutes. Je voulais prendre du temps pour mentionner peut-être quelques exemples. Là, je ne m'étirerai pas trop, puis on pourra ouvrir la discussion puis revenir sur certains exemples. Mais ici, on a un CPE qui sont à Chambly, qui s'approvisionnent pas loin de 80 % en aliments biologiques, une grande part aussi en aliments locaux. En fait, ils sont deux installations qui sont jumelées ensemble. Quand je parlais de l'organisation du travail, ça leur a permis justement de rendre leur gestion beaucoup plus efficace. Les deux cuisinières travaillent ensemble au sein d'une même cuisine et pendant qu'une peut, admettons, préparer le repas, bien, l'autre peut réutiliser. Par exemple, ils réutilisent la pulpe de tomate pour en faire les craquelins. Donc, ils ont vraiment tout revu leur organisation pour essayer de maximiser les ressources au plus haut niveau, et c'est ce qui leur a permis de faire des économies considérables de prix, réduire les pertes à leur minimum et ainsi augmenter, dans le fond, leur budget alloué pour acheter des aliments, dans le fond, d'une plus grande qualité.
Sainte-Justine est vraiment, je dirais, un autre des grands exemples, quand même assez récents. Eux aussi, en termes d'une optimisation, dans le fond, leur premier pas a été d'optimiser leur gestion de services alimentaires. Ils ont fait bâtir un service, dans le fond, ils ont changé tout leur service aux patients par un service aux chambres. Donc, à ce moment-là, le plateau n'est pas envoyé directement, c'est vraiment le patient qui, au moment où il a faim, peut commander le repas. Donc, il a 3 repas par jour, grosso modo dans les heures du déjeuner, dîner, souper, mais ça a vraiment permis de réduire de façon considérable le gaspillage alimentaire. Et toutes ces économies-là ont été rallouées justement à s'approvisionner localement et depuis cet été biologique. Donc, c'est un maillage avec des fermiers de famille, la ferme La Bourrasque. C'est sûr que les quantités restent encore petites. Notre défi, c'est justement de les augmenter, mais en travaillant, là, je dirais, un suivi très proche, ça permet là, vraiment de pouvoir augmenter cette part-là. Ils sont maintenant à 58 % d'aliments locaux. Le bio n'est pas encore calculé parce que, dans le fond, c'est vraiment depuis cet été qu'on a augmenté, mais je dirais que c'est quelque chose qui va augmenter. Je ne parlerai pas, je vais passer à travers ça. Bien, j'ai mis ici différents outils là, un petit peu plus pour dire, OK, bien, comment agir concrètement. Donc, on a mis un guide pratique, on a fait des fiches pour s'approvisionner différentes recettes, aussi répertoires avec tous les fruits et légumes locaux. J'ai remis aussi là, les liens au niveau du programme Aliments du Québec au menu, donc c'était justement pour donner là, certains outils. Et dans le fond, parce que je le sais qu'on va ouvrir sur une discussion, je voulais terminer en fait avec, je dirais, 3 grands mots-clés. Les 2 premiers qui nous viennent justement de ces invités-là qui sont venus de Copenhague, c'est en fait, bien, le premier, c'est l'ambition politique. Je pense que c'est vraiment ça, si on regarde dans les éléments clés qu'ils ont eu à Copenhague, c'est vraiment ce qui a donné l'essor, ce qui a donné l'engouement pour cette ambition-là politique. Ça a été, entre autres, pour eux, la mairesse de Copenhague qui a poussé énormément et qui a seté, là, je dirais, les standards au niveau, une cible extrêmement ambitieuse au niveau des aliments locaux et biologiques. Le deuxième aussi, comme eux, c'est dans le fond de repenser notre cuisine plus vers une conversion au lieu d'une substitution. On a souvent tendance à penser, OK, qu'est-ce que je peux remplacer par, mettons, je veux faire, je ne sais pas, une quiche aux épinards, comment je peux remplacer mes épinards parce que quelque chose qui pousse ici? Oui, on peut mettre de la bêta-carte, mais c'est pas comme ça qu'on va arriver vraiment à on va arriver à différents gains, mais on n'arrivera pas à vraiment, là, je dirais, aller beaucoup plus loin. Sa phrase qui disait, c'est, par exemple, pas de fraises à Noël. Bien, c'est de repenser avec nos saisons, avec ce qui pousse. Puis je pense que dans les dernières années, on a quand même aussi augmenté beaucoup notre capacité de conservation. Les choux sont disponibles à l'année au Québec. Les pommes sont maintenant disponibles à l'année au Québec. Énormément de légumes racines sont disponibles. Beaucoup de transformations peuvent être faites pour conserver, même en surgelé. Donc, c'est vraiment de repenser nos menus pour suivre les saisons et suivre ce qui est disponible chez nous. C'est sûr que ça demande un changement de paradigme, ça demande un changement dans nos habitudes, mais c'est quelque chose qui va vraiment, là, je pense, nous amener. Puis la dernière chose pour moi, c'est vraiment en fait la force du mouvement. Quand je vous parlais du programme d'Aliments du Québec, bien, pour moi, c'était d'arriver à démontrer qu'on n'est pas juste un, juste deux, on est vraiment tout un mouvement et plusieurs. Donc, on a vraiment un poids et un réel, dans le fond, pouvoir d'achat. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry qui dit « La pierre n'a pas d'espoir d'être autre chose qu'une pierre, mais de collaborer, elle s'assemble et devient un temple. » Donc, pour moi, c'est ça, c'est vraiment de dire, c'est sûr que quand on se regarde, nous, comme petite institution, bien, notre pouvoir d'achat est petit, mais si on regarde l'ensemble de toute la province du Québec, bien, c'est là que collectivement, on peut agir puis avoir vraiment, dans le fond, une réelle force d'impact. Donc, voilà!